Déjà, merci à tous et d'être venus si nombreux pour ce sujet qui est parfois un peu aride, mais qui est extrêmement important et sur lequel on voit que sur chacun des projets, on bute souvent sur les questions d'identification électronique. Donc, ce que je vous propose, si ça vous convient collectivement, là, les à peu près 70 que nous sommes aujourd'hui, c'est de rebalayer avec vous vraiment pendant une vingtaine de minutes les grands principes qui ont été mis dans la doctrine technique du numérique en santé version 2020, sachant que vous avez dû voir que c'est un des chapitres sur lesquels il y a eu pas mal de transformations par rapport à ce qu'il y avait dans la version dite 2019, qui était la première version de la doctrine technique du numérique en santé, et qu'on passe à peu près une heure après à pouvoir répondre à vos questions, et j'imagine que vous en avez d'ores et déjà un certain nombre. Je vais vous projeter, plutôt que de faire une présentation PowerPoint, on a pensé que c'était plus intéressant d'afficher directement en fait, l'extrait de la doctrine. Donc, j'ai extrait, là, vous voyez un document PDF que normalement vous voyez tous, si ça marche bien, qui sont en fait les 20 pages extraites de la doctrine technique qui concernent l'identification électronique et les répertoires de référence. Donc, comme ça, on pourra un petit peu balayer ces éléments. Donc, l'identification électronique, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va être sur une notion d'essayer de comprendre quand je suis un service numérique en santé. Service numérique en santé, c'est une définition qui peut être prise comme synonyme de système d'information, parfois téléservice. Enfin, tout ça, c'est la même famille d'éléments. On parle d'un service numérique en santé. Nous, c'est plutôt la dénomination qu'on a voulu choisir. Et donc, un service numérique en santé, il va avoir un certain nombre d'usagers. Alors, ça va dépendre de ses finalités. Mais souvent, ces usagers, on les distingue, nous, on a essayé de les distinguer, de structurer la réflexion en 3 catégories. Des usagers qui sont des patients, enfin les usagers du système de santé, des personnes, des citoyens, tous ces termes étant encore assez synonymes. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est l'identification électronique de professionnels en tant que personne physique. Je suis, moi, docteur Thomas, un médecin, je suis infirmier, je suis masseur kinésithérapeute, etc. Une troisième catégorie, c'est je suis une structure et je vais vouloir m'identifier électroniquement, sachant que structure, ça peut être une définition qui peut être assez large. Ça peut être un établissement, ça peut être pour certains des associations, ça peut être un service numérique qui est entre guillemets son propre responsable de traitement. Et donc ça, on est vraiment dans cette troisième catégorie d'identification électronique des structures. Dans l'identification électronique, on a voulu construire et déconstruire un certain nombre de concepts et on a voulu repartir beaucoup d'un règlement donc, européen qui a vocation à poser un certain nombre de définitions et définir un certain nombre de niveaux que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le règlement européen IDAS, qui a 2 volets, un volet sur l'identification électronique et un volet sur la signature électronique dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et donc ce premier volet, le règlement IDAS, si vous ne l'avez pas encore parcouru, il est assez aride. Je vous conseille d'aller assez rapidement dans ce qui s'appelle un règlement d'exécution, qui est une sorte d'annexe technique de ce règlement européen, qui définit vraiment très précisément un certain nombre de définitions et par ailleurs les différents niveaux, faibles, substantiels, élevés, concernant l'identification électronique. Et à l'intérieur de ce règlement, il montre très précisément les exigences, qu'est-ce qu'il faut sur l'enrôlement, qu'est-ce qu'il faut sur les facteurs d'authentification, etc., pour être de niveau faible, substantiel ou élevé. Donc ça, c'est vraiment un document qui est important, qui fait un peu référence et qui nous a incité collectivement à changer un petit peu les définitions qu'on utilisait jusqu'alors pour recadrer un petit peu les termes. Donc, identification électronique, qui est le nom du grand processus chapeau, dans lequel il y a la notion d'enrôlement, enregistrement et la notion d'authentification avec un moyen d'identification électronique. Donc, durant la présentation d'aujourd'hui, on va beaucoup parler de certains concepts. Donc, je vous propose de passer quelques secondes pour se donner, je ne sais pas si c'est des définitions, mais donc, identification électronique, on a parlé de qu'est-ce que c'était que ce processus, conduisant un utilisateur à être reconnu par un fournisseur de services numériques en santé. Régulièrement, on va parler d'une notion qui est la notion d'un fournisseur d'identité, qui est une notion qui est importante parce que ce n'est pas toujours le fournisseur de services, donc le fournisseur du service numérique en santé, qui va lui-même gérer l'identification électronique. Parfois, il va déléguer cette partie-là à un tiers dont le métier, c'est vraiment d'identifier électroniquement les personnes. Et donc ça va généralement être un fournisseur d'identité qui va donc enrôler l'utilisateur qui va devoir après se connecter, s'identifier électroniquement, et qui va généralement lui donner ce qu'on appelle un moyen d'identification électronique pour qu'il puisse justement, entre guillemets, montrer patte blanche quand il arrive sur un fournisseur de services. Montrer patte blanche, ça veut dire disposer d'un moyen d'identification électronique. Et des exemples de moyens d'identification électronique, c'est par exemple
Une application mobile, c'est par exemple un certificat, ça peut être des mots de passe et des secrets plus ou moins complexes. On aura l'occasion d'y revenir quand on parlera du niveau de garantie sur justement cette partie authentification. Ça peut être des facteurs biométriques, ça peut être des facteurs qui sont toujours les mêmes, par exemple toujours un code PIN à 4 chiffres qui ne change jamais 25012, ou alors des facteurs dynamiques qui changent à chaque fois qu'on se connecte, qu'on s'identifie électroniquement. Le code qu'on utilise, il change. Donc ça, c'est la notion de moyen d'identification électronique qui est délivrée à un utilisateur, quel qu'il soit, et qui a tout un cycle de vie. Parce que c'est bien beau de donner un moyen d'identification électronique. Qu'est-ce qui se passe si jamais l'utilisateur il le perd? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que d'abord l'utilisateur, ça veut dire qu'il l'a à vie? Et qu'est-ce qui se passe s'il le perd, etc. Donc, il y a aussi toutes ces questions sur lesquelles justement le règlement INDEAS, et notamment son règlement d'exécution, dont je vous parlais tout à l'heure, son annexe, définit quels sont les critères pour la maintenance et la gestion de ces moyens d'identification électronique par le fournisseur d'identité. Le fournisseur d'identité qui parfois est confondu avec le fournisseur de services parce qu'il y a beaucoup de services qui aujourd'hui sont leurs propres fournisseurs d'identité. C'est-à-dire c'est eux qui enrôlent à travers un système de création de compte généralement leurs usagers et c'est eux qui leur distribuent des moyens d'identification électronique. Mais ça, c'est une vision qui est un petit peu en train de changer parce qu'on va probablement aller beaucoup plus dans un monde où les fournisseurs de services délèguent cette tâche compliquée et difficile à des tiers dont c'est la spécialité. Ensuite, il y a un élément deux éléments qui sont très importants à comprendre quand on parle vraiment des grands concepts sur l'identification électronique. C'est trop souvent, on a eu une confusion entre deux concepts qui étaient l'identification électronique et le contrôle d'accès, en disant l'identification électronique, elle porte les autorisations. En pratique, c'est vraiment deux processus qui peuvent être découplés. Je m'explique. L'identification électronique, c'est vraiment qui est derrière son écran. Alors, c'est à distance, ça peut aussi s'envisager d'ailleurs dans des dispositions présentielles où on a une identification électronique alors qu'on a la personne en face de soi. Mais pour faire simple, prenons le cas d'usage où c'est une identification électronique à distance. La question, ça va être, moi, fournisseur de service, comment est-ce que je peux savoir qui est derrière son écran et veut se connecter à mon site, à mon service, et avec quel niveau de garantie? Je sais que ça ne pourra jamais être parfait, je ne pourrai jamais être 100%, 700% sûr que c'est la bonne personne, mais je vais avoir envie d'avoir un niveau de garantie qui va être différent selon la sensibilité de mon service. Par exemple, si j'ai des données de santé à caractère personnel, je vais vouloir avoir plutôt un niveau de garantie qui s'approche ou qui devient un jour carrément substantiel, parce que j'ai envie de limiter les risques sur mon traitement, sur mon service. Je n'ai pas envie que des personnes qui ne soient pas les bonnes personnes trouvent les données de santé d'une autre personne sans autorisation. Donc, l'identification électronique, c'est je reconnais qui est la personne qui est au bout du fil. Il y a un autre sujet qui est très, très important à comprendre, qui est un peu séparé, qui est les répertoires de référence. Indépendamment de reconnaître qui est la bonne personne avec un niveau de garantie, je vais avoir besoin pour l'interopérabilité ensuite avec d'autres systèmes, d'être certain que les attributs de l'identification électronique sur cette personne, enfin les attributs de cette personne, sa profession, son nom, etc., son numéro, tout le monde parle la même langue. Parce que si derrière, j'ai envie de communiquer avec un autre service cousin sur cette personne, que ce soit une personne patient ou une personne professionnelle ou une personne professionnelle, personne morale, si je n'ai pas la même identité que le voisin, ça va créer des problèmes d'interopérabilité. Donc, en fait, j'ai deux tâches en tant que fournisseur de services. D'une part, je vais vouloir savoir qui est en face de mon écran, avec quel niveau de garantie. Et d'autre part, une fois que je suis certain et que j'ai envie de référencer ces données dans mon système, je vais avoir envie d'être sûr que j'ai bien les données de référence sur cette personne, pour être sûr que quand je partage l'information avec mes voisins, j'ai j'ai de l'interopérabilité parce qu'on utilise tous le même numéro, les mêmes attributs. Donc ça, on revient sur les notions dont on parlera probablement tout à l'heure, d'identité nationale de santé, donc qui vient des répertoires de référence RNIPP, SNGI. J'ai le RPPS, le répertoire des professionnels qui interviennent dans le domaine de la santé pour les professionnels personnes physiques, et j'ai le FINES pour le répertoire des personnes morales. Mais c'est vraiment deux notions un peu différentes, et c'est pour ça d'ailleurs que dans le domaine de l'identité nationale de santé, on a vraiment ces deux statuts de l'identité, validé et récupéré. Récupéré, ça veut dire que j'ai été les récupérer au répertoire de référence. Validé, ça veut dire que j'ai identifié électroniquement, ou après vérification d'un titre d'identité, une personne avec suffisamment de niveau de garantie. Ensuite, il y a une notion qu'on a voulu donc beaucoup déconstruire, c'est le lien entre identification électronique et contrôle d'accès. Supposons que je sais vraiment qui est la personne en face de moi. Aujourd'hui, on est ensemble sur Zoom, c'est parce que quelqu'un vous avait dit que c'était Raphaël Beaufrem. Enfin, est-ce que c'est un niveau de garantie, indépendamment du fait que vous me voyez en vidéo et que vous m'avez peut-être vu ailleurs, qui est suffisant
à vous de voir et vous vous faites votre propre opinion de savoir si le niveau de garantie est suffisant. Mais supposons que vous m'ayez identifié électroniquement à distance avec un niveau de garantie qui vous semble satisfaisant. Par exemple, si vous m'aviez demandé, je ne sais pas, de me France connecter en ligne avec moi qui vous présente mon navigateur pour que vous puissiez vérifier visuellement les différents contrôles. Vous savez qui je suis avec un suffisamment bon niveau de garantie. Vous avez peut-être appelé le téléservice INS-I pour récupérer mon identité INS. Donc, vous savez qui je suis avec un bon niveau de garantie et vous avez récupéré mon identité de référence. Mais ça ne veut pas du tout dire que derrière, vous allez m'autoriser à faire tout ce qui est possible de faire sur votre service. C'est-à-dire que peut-être que moi, Raphaël Beaufret, je n'ai pas du tout à avoir accès à votre service. Et ça, c'est à chaque service de gérer ces contrôles d'accès, ces autorisations. Et il y aura pas mal de manières de le gérer. Je vous donne juste trois manières assez typiques de gérer les contrôles d'accès. Soit vous avez des systèmes où vous avez par exemple un administrateur qui a manuellement paramétré que Raphaël Beaufret il devait avoir accès ou il ne devait pas avoir accès, sachant que ça peut s'envisager avec des délégations, c'est-à-dire vous pouvez avoir un super administrateur qui habilite des administrateurs qui eux-mêmes vont autoriser Raphaël Beaufret à accéder à telle ou telle donnée de votre service. Donc ça, c'est une manière de faire. Vous avez une autre manière de faire, c'est par exemple si vous êtes sur des données patients, que ce soit le patient lui-même qui définisse dans votre service qui a le droit ou qui n'a pas le droit d'accéder à des données. Vous avez l'idée que peut-être c'est trop compliqué d'accepter personne par personne, de dire Raphaël Beaufret il a le droit, mais par contre Anne Laurin elle n'a pas le droit. Et peut-être que vous voulez dire en fait on va faire plus simple, on va essayer d'automatiser les accès, c'est-à-dire on va dire tous les médecins ont accès par défaut et tous les infirmiers n'ont pas accès par défaut. Et donc ça c'est une autre manière de gérer ses droits. Et en tout cas c'est un processus qui est différent de l'identification électronique. Et on va voir un peu après dans la suite de la discussion que sur l'identification électronique, on va essayer de factoriser au maximum les fournisseurs d'identité en se disant c'est une tâche très compliquée, l'identification électronique. Les fournisseurs de services, franchement, ce n'est pas complètement leur job de le faire. Et ça leur apporte plus de complexité qu'autre chose. De la même manière qu'on va essayer de factoriser les fournisseurs d'identité sur l'identification électronique, peut-être qu'un jour, et on en est encore très très loin, on arrivera en France à une sorte de répertoire national des autorisations. C'est un petit peu en train de se dessiner autour de l'espace numérique de santé, mais ce n'est pas encore dit que ça puisse dépasser complètement le périmètre de l'espace numérique de santé. Mais s'il y a un endroit, par exemple en France, où le patient détermine qui peut avoir accès à telle ou telle de ces données de santé, est-ce que c'est transitif, est-ce que ce n'est pas transitif, est-ce que c'est temporaire, pas temporaire, c'est sur quelles données, c'est sur quelles autres données, est-ce que c'est pour toute une profession, ou est-ce que c'est juste un docteur ou une infirmière donnée, etc. Si le patient il fait l'effort d'aller paramétrer ça à un endroit sur ces données de santé, on peut peut-être se dire raisonnablement que c'est intéressant que d'autres services puissent bénéficier de cette information sur les contrôles d'accès. Donc peut-être qu'un jour, on aura aussi un fournisseur de contrôle d'accès, de la même manière qu'aujourd'hui, on a des fournisseurs d'identité. Donc, en tout cas, c'est deux notions qui sont différentes. Et même pour les services qui automatisent des contrôles d'accès sur la base de la profession, par exemple, qui est un attribut d'une personne qu'on peut récupérer au moment de l'identification électronique, c'est quand même deux choses qui sont séparées. Et on a eu tendance beaucoup trop souvent à les confondre. Je vous donne un exemple. C'est complètement le RPPS, il va servir pour l'enregistrement des professionnels, il va servir à plein de services. Si on devait enregistrer, au moment où on enregistre un médecin dans le RPPS, pour chacun des services qui va consommer ça, si jamais le médecin Dupont il a accès au e-parcours d'Occitanie, mais pas au e-parcours de Rhône-Alpes, le RPPS, il ne pourra pas s'en sortir. C'est déjà assez compliqué comme job pour le RPPS, avec le répertoire national de l'identité à la fois régalienne, mais aussi sectorielle avec les professions, que si on voulait en plus lui faire porter le rôle de gestion des contrôles d'accès, on ne s'en sortirait pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment différencier les sujets, et même si parfois on peut automatiser les contrôles d'accès sur des attributs d'identification électronique comme la profession ou un secteur d'activité, dans beaucoup de cas, les fournisseurs de services vont vouloir paramétrer leur contrôle d'accès vraiment manuellement. Alors aujourd'hui, on part d'un constat qui est le suivant dans le domaine de la santé. Il y a une maturité assez hétérogène sur l'identification électronique et les contrôles d'accès. On a les deux problèmes, c'est-à-dire on a des problèmes de sécurité. Je ne sais pas si vous avez essayé d'aller créer des faux comptes ou des comptes au nom d'une autre personne sur certains services numériques privés assez connus. Vous constaterez que parfois c'est assez facile et que les vérifications à l'enrôlement entre guillemets sont assez faibles. Parfois, on a des systèmes dont on voit au gré de l'actualité que parce qu'ils avaient une identification électronique, notamment des facteurs d'authentification trop faibles, eh bien, il y a malheureusement des fuites de données de santé où il peut y avoir des personnes qui accèdent à des données de santé auxquelles ils ne devraient pas accéder.
parce que c'est des mots de passe simples, pas assez sécurisés ou des choses comme ça. Donc, à la fois, on a un problème de risque de sécurité qui peut endommager la confiance générale dans le système. Et à la fois, on a le problème inverse, c'est comme on a voulu construire des systèmes un peu parfois rigides. Par exemple, il faut une carte CPS absolument pour se connecter sur tous les systèmes. Et bien, on a privé d'usage à beaucoup d'usagers qui légitimement devaient avoir un accès. On les a privés d'usage de certains services numériques. Donc, il faut essayer de travailler sur comment est-ce qu'on résout cette équation complexe où à la fois, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assez sécurisées, mais à la fois, il y a beaucoup de choses qui le sont peut-être trop et donc ont bloqué un certain nombre d'usages. Donc, c'est vraiment à ça que sert cette doctrine qui apporte une vision sur tous ces sujets. Et cette doctrine, c'est un document qui est entre guillemets un peu politique. Elle se retranscrit dans des termes réglementaires avec la fameuse ordonnance d'identification électronique qui a été mise en concertation l'année dernière et qui devrait, j'espère, sortir dans les prochaines semaines ou les prochains mois, qui définit au niveau législatif le concept général que la puissance publique va pouvoir exiger des niveaux de garantie sur l'identification électronique selon certains critères, selon certains services. Donc ça, c'est quelque chose qui a ensuite des textes d'application pour entrer dans les détails de quel service, quel niveau de garantie, quel palier progressif, parce qu'on sait que Rome, ce n'est pas fait en un jour et que tout le monde ne va pas réussir à passer du niveau où ils sont aujourd'hui à un niveau substantiel IDAS en 5 minutes et que par ailleurs, ça pose plein de questions sur les usages, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé, ce n'est pas par plaisir, dans cette, entre guillemets, un peu acte de régulation du numérique en santé autour de la question de l'identification électronique. On pense vraiment que si c'est bien construit, on va pouvoir simplifier les usages, y compris avoir du positif, c'est-à-dire pas juste mettre des exigences de sécurité, mais aussi simplifier les usages. Simplifier les usages, je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, quand on est un professionnel ou un patient, on a tous ce problème, et c'est d'ailleurs pour ça que ça a fait la fortune de petits outils de gestionnaire de mots de passe ou ce type de choses. C'est très ennuyeux d'avoir N manières différentes de se connecter si on utilise N services, d'avoir un code pour sa banque, un code pour son adresse mail, etc. etc. Donc, l'idée qu'on puisse factoriser les choses et peut-être se connecter à différents services qu'on utilise au quotidien avec le même système, c'est quand même très attrayant. Alors, les régions ne nous ont pas attendu pour faire ça. Elles ont toutes créé, en tout cas une majorité d'entre elles ont créé des espèces de SSO, Single Sign-On, qui sont des systèmes d'identification électronique factorisés qui permettent de se connecter à différents services régionaux. Et bien, on est un petit peu en train de faire la même chose au niveau national, soit avec certains moyens d'identification électronique, certains fournisseurs d'identité, soit avec ce qu'on appelle des fédérateurs qui en fait regroupent certains fournisseurs d'identité ou moyens d'identification électronique, fédérateurs comme par exemple France Connect pour les patients, ProSanté Connect pour les professionnels, et qui permettent aux fournisseurs de services de ne pas s'embêter, de dire moi j'implémente le fédérateur, je recevrai toujours la même information sur la personne qui se connecte, hyper structurée, donc c'est l'identité pivot pour France Connect, c'est l'identité pivot qui est servie par ProSanté Connect dans ProSanté Connect, et derrière, s'il y a des nouveaux fournisseurs d'identité qui viennent à l'intérieur de ces fédérateurs, c'est très bien parce que ça proposera une diversification des moyens d'identification électronique pour les patients. Donc, il y a vraiment un levier pour à la fois faire en sorte qu'un patient ou un professionnel utilise un peu toujours le même système pour se connecter aux différents services et à la fois d'amener une diversité, c'est-à-dire essayer de proposer aux personnes différents fournisseurs d'identité selon leurs préférences. Il y a par exemple des personnes qui vont préférer des systèmes d'identification électronique qui sont basés sur un mix de biométrie et d'un mot de passe, des personnes qui, au contraire, sont un peu allergiques aux questions de biométrie, reconnaissance faciale ou empreinte digitale, et qui voudront se dire moi, je préfère de l'authentification avec un facteur dynamique qui m'est envoyé par email sur mon email à chaque fois. Voilà. Il y a aussi la notion d'introduire de la diversité en fonction des préférences de chacun. Donc, c'est pour ça que la doctrine technique, elle propose donc un certain nombre d'objectifs sur lesquels je vais revenir avant de passer aux différentes questions. Donc, le premier point, c'est sur l'identification électronique des usagers. On va exiger un niveau de garantie de l'identification électronique en 2 paliers. Un premier palier au 1er janvier 2023, dans 2 ans, et un deuxième palier qui est dans 5 ans, qui est au 1er janvier 2026. La cible, c'est que pour tous les services numériques qui impliquent des données de santé, il y ait au niveau des usagers uniquement de l'identification électronique de niveau substantiel IDAS dans 5 ans. Pourquoi 5 ans? Pourquoi on se laisse autant de temps?
c'est parce que c'est des évolutions qui prennent du temps. Par ailleurs, les fournisseurs d'identité de niveau substantiel, ils ne sont pas encore extrêmement nombreux sur le marché. Aujourd'hui, il y a La Poste qui est certifiée, avec France Connect qui est certifié en tant que fédérateur. Il y aura demain un certain nombre de nouveaux fournisseurs d'identité, notamment l'application Carte Vitale, hein, qui va être un fournisseur d'identité de référence dans le domaine de la santé, où encore une fois, l'application Carte Vitale, ça ne va pas juste être la dématérialisation de la carte vitale pour la facturation électronique des soins, ça va aller bien au-delà, hein, ce sera un fournisseur d'identité, donc vous pourrez vous connecter, y compris demain sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la santé, avec votre application Carte Vitale, à travers par exemple France Connect. Et donc vous pourrez vous connecter par exemple sur le site des impôts avec votre application Carte Vitale. De la même manière, aujourd'hui, vous pouvez vous connecter sur amélie.fr avec votre identifiant mot de passe des impôts. Donc ça, c'est la vision qui est de dire dans 5 ans, il faut que l'ensemble des services numériques en santé, quels qu'ils soient, les modalités d'identification électronique qui présentent aient un niveau de garantie à minima substantiel. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant du point de vue de l'identité-vigilance, c'est que, pour ceux qui ont lu l'excellent référentiel national d'identité-vigilance, ça permet à un acteur de la prise en charge de valider une identité lorsque l'identification électronique, elle est de niveau substantiel. Ça veut dire que vraiment, on sait qui est la bonne personne en face de soi. C'est équivalent à si on avait procédé à une vérification d'un titre d'identité à haut niveau de garantie dans des conditions, par exemple, présentielles, ce qui sera très utile pour des usages distants lorsque, par exemple, on est sur une primo-consultation pour de la télémédecine. Et on a proposé un palier intermédiaire à atteindre dans 2 ans, au 1er janvier 2023, pour les services numériques, qui n'est pas un palier très exigeant. D'ailleurs, on a beaucoup de critiques. On a des remarques de la CNIL, on a des remarques d'un certain nombre d'acteurs qui disent finalement, vous avez mis un niveau intermédiaire qui est un peu faible. On pense néanmoins que c'est important de donner une trajectoire pragmatique en mettant vraiment une incrémentation par palier, ce qui n'empêche pas un fournisseur de service d'aller plus loin, de prendre de l'avance et de tout de suite mettre des moyens d'identification électronique plus robustes, avec un niveau de garantie plus élevé. Mais le niveau qu'on demanderait au 1er janvier 2023, c'est d'être soit substantiel, bien évidemment, en avance de phase de l'échéance dans 5 ans, soit en ayant un niveau de garantie qui est renforcé. Renforcé, c'est un terme qui n'est pas du tout dans le règlement IDAS, qu'on a inventé, entre guillemets, pour la doctrine technique, et qui dit, pour la faire courte, un certain nombre d'exigences sur l'enrôlement. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que souvent, on s'intéresse beaucoup plus sur la partie authentification. Et sur l'authentification, on se réfère beaucoup à la délibération de la CNIL de 2017 sur les mots de passe, dans lequel on dit, si vous voulez être numéro de renforcé, soit vous êtes, entre guillemets, très bon élève et vous faites une authentification à 2 facteurs. Si possible, c'est bien si les 2 facteurs ils sont de catégories différentes. Les 3 catégories de facteurs d'authentification, c'est la possession. Par exemple, je possède un téléphone mobile, la connaissance, je me souviens de mon mot de passe, ou un attribut. Si j'ai par exemple une reconnaissance d'une biométrie ou si j'ai une reconnaissance faciale. Donc évidemment, c'est mieux si quand on fait du 2 facteurs, on n'utilise pas par exemple 2 facteurs de la même catégorie. Par exemple, si on demande 2 mots de passe à la suite, c'est moins robuste que si on demande à la fois un mot de passe et à la fois le fait de détenir le téléphone mobile. Comme par exemple, si je prends un exemple qui est la ICPS, la ICPS pour les professionnels, à la fois il faut détenir le téléphone mobile sur lequel l'application ICPS a été activée, donc ça c'est le premier facteur, je possède mon téléphone mobile sur lequel l'application ICPS a été activée, et deuxième facteur, j'ai la connaissance d'un code PIN que je rentre à chaque fois, pour le coup qui est toujours le même, donc qui n'est pas dynamique, qui est statique, mais je rentre un deuxième facteur qui est basé sur la connaissance, qui est un code PIN que je dois taper sur mon application mobile à chaque fois que je veux permettre l'identification électronique sur le site. Donc, ce qu'on propose dans le niveau renforcé, c'est si possible de mettre une authentification à 2 facteurs, en se disant d'ailleurs que l'authentification à 2 facteurs, ça peut être considéré comme un peu lourd à l'usage. Et ça, si jamais ces 2 facteurs doivent être entrés à chaque fois, d'où l'idée que dans ce niveau renforcé intermédiaire, on tolère que le deuxième facteur ne soit exigé qu'à échéance régulière, c'est-à-dire par exemple, soit tous les 2 mois, soit quand on change de type de connexion et qu'on détecte qu'il y a une connexion depuis un réseau différent. Et vous connaissez probablement ce type de mécanisme parce que de plus en plus de services numériques dans notre vie hors du domaine de la santé utilisent ce type de choses où ils vous demandent un deuxième facteur lorsqu'ils détectent que vous changez de navigateur. C'est le cas notamment y compris de certains services très connus qui sont édités par les GAFA. Pour ceux qui ne peuvent pas faire du 2 facteurs tout de suite, on tolère, entre guillemets, qui est juste un login mot de passe, mais dans un certain nombre de situations. C'est-à-dire qu'on exclut le mot de passe seul, c'est-à-dire
C'était un cas qui était prévu par la délibération de la CNIL de 2017, mais on exclut qu'il y ait juste une identification électronique par login mot de passe. Il faut qu'il y ait non seulement un login mot de passe complexe, c'est-à-dire avec une taille minimale, des caractères spéciaux, mais qui est également des facteurs de restriction d'accès au compte. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur de restriction d'accès au compte? C'est typiquement une temporisation d'accès après plusieurs échecs, dont la durée, par exemple, augmente exponentiellement avec le temps, des mécanismes de CAPTCHA et des choses comme ça. Donc, on tolère à ce qu'il n'y ait pas de deux facteurs systématiques ou même pas de deux facteurs du tout, sous couvert que ce soit quand même un mot de passe suffisamment complexe, mais complété avec des facteurs de restriction d'accès au compte. Et par ailleurs, il faut se dire que, encore une fois, l'authentification, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question du processus d'enrôlement. Lorsque le fournisseur de service est son propre enrôleur, si jamais il enrôle mal une personne et qu'il délivre une activation d'application mobile, on peut mettre l'authentification la plus robuste. Si jamais on a délivré le moyen d'identification électronique à la mauvaise personne, eh bien, on va au-devant de difficultés. Donc ça, c'est sur la partie patient. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on prévoit un peu la même chose du point de vue des professionnels, si ce n'est qu'il y a une grande différence avec la partie professionnelle, avec la partie patient, c'est que sur la partie professionnelle, on est beaucoup moins libre concurrence. C'est-à-dire, sur les patients, il y a 70 millions de patients en France, on veut que chacun, en gros, puisse utiliser un peu les moyens d'identification électronique qu'il souhaite, dès lors qu'ils ont un niveau de garantie suffisant. En revanche, pour les professionnels, il n'y a que 2 millions de professionnels, en gros, qui interviennent dans le domaine de la santé en France. On est sur une approche où on pense qu'il faut davantage nationaliser les choses, c'est-à-dire où l'État peut prendre le parti de lui-même construire un certain nombre de systèmes d'identification électronique qui puissent être utilisés par les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, aussi pour mieux les décharger de ça. Alors, on ne veut pas non plus l'imposer de manière exclusive, parce qu'on peut comprendre que des fournisseurs, notamment de services privés, veulent continuer à avoir leur système d'identification électronique qui leur sont propres ou qui choisissent chez d'autres fournisseurs d'identité privée. Mais c'est pour ça que du côté des professionnels, c'est un peu le pendant de l'application carte vitale sur les patients. On a vraiment construit un système basé sur un répertoire de référence d'enregistrement qui est le RPPS, des moyens d'identification électronique qui sont la CPS et la ICPS, et un fédérateur de ces moyens d'identification électronique très simple à intégrer pour les fournisseurs de services, qui est ProSanté Connect. Donc, ce triptyque RPPS, ICPS, CPS et ProSanté Connect, on veut vraiment l'imposer. Alors, on ne veut pas l'imposer à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de systèmes numériques. Donc, on veut l'imposer au moins déjà aux systèmes les plus importants, c'est-à-dire aux systèmes nationaux qui sont édités par la puissance publique, DMP, etc. Les systèmes régionaux, donc solutions de e-parcours et autres solutions régionales, mais également aux services, entre guillemets, locaux ou les services privés qui s'insèrent très fortement avec ces systèmes nationaux et territoriaux. Et on voit bien que demain, un professionnel, il va être dans son système de gestion de laboratoire, il va vouloir aller consulter le WebPS DMP, et donc le plus on aura la même solution d'identification électronique entre ces systèmes, plus on pourra avoir un parcours sans couture, entre guillemets, d'un professionnel qui peut basculer d'un système à un autre sans se réidentifier électroniquement. Ça, c'est vraiment ce pourquoi on a beaucoup misé sur ProSanté Connect et qui a connu une certaine, on va dire, heure de gloire, ou en tout cas qui s'est beaucoup renforcé ces derniers temps, étant donné qu'on l'a positionné comme moyen d'identification électronique pour notamment CIDEP pour le portail des tests antigéniques, ainsi que sur vaccin Covid. D'ailleurs, comme moyen d'identification électronique exclusif, c'est-à-dire c'était la seule manière de se connecter avec la carte CPS Amélie Pro sur vaccin Covid. Et donc, sur l'identification électronique des professionnels personnes physiques, la vision, c'est qu'on donne pareil une trajectoire en 2 temps, qui est de dire au 1er janvier 2023, tous les systèmes les plus importants, donc nationaux, territoriaux, DPI, SGL, etc., doivent implémenter ProSanté Connect, et parce qu'ils ne sont pas obligés d'implémenter que ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer, vous savez, comme sur beaucoup de services, 2 manières différentes de se connecter. Et donc, pour les autres systèmes qu'ils choisissent, alors à ce moment-là, on dit, on vous dit juste le niveau. Et donc là, on reprend un petit peu le pendant de ce qu'il y avait sur les patients. C'est-à-dire qu'on va exiger au 1er 2023 un niveau renforcé et au 1er janvier 2026, donc dans 5 ans, un niveau alors, qui est soit substantiel, soit, pour être un peu plus flexible, on envisage de créer une certification particulière qui sera probablement plus simple à avoir que la certification substantielle ainsi, qui est une certification qu'on appelle CSPN, certification de sécurité premier niveau. Donc, le cahier des charges sera défini par l'Agence du numérique en santé et qui sera probablement opéré par l'ANSSI et qui permettra de certifier une solution d'identification électronique qui pourra derrière être utilisée dans un DPI
ou dans d'autres systèmes numériques en santé. On a un pendant sur la partie acteurs de santé, personnes morales, sur lequel je ne vais pas rentrer dans les détails, ou pour faire très, très caricatural, la solution de référence à l'utilisation de certificats. Et il y a une autorité de certification dans le domaine de la santé qui s'appelle l'IGC Santé, qui est pilotée par l'ANS et qui est l'autorité de certification de référence. Juste avant de laisser la parole aux questions, et je sais que j'ai un petit peu de retard, je veux quand même passer un tout petit peu de temps sur les répertoires de référence. Là, on a beaucoup parlé du niveau de garantie de l'identification électronique. On a vu pourquoi c'était important d'avoir une identification électronique de bon niveau qui progresse avec le temps, et en plus que ça pouvait être très intéressant au sens des usages, c'est-à-dire que pour les professionnels, ça pouvait leur simplifier de la vie de ne pas avoir 150 000 manières de se connecter aux différents services, et inversement, de quand même garder une certaine diversité pour ceux qui préfèrent utiliser la carte CPS versus ceux qui préfèrent utiliser la carte CPS, ceux qui veulent utiliser la poste pour se connecter sur leurs différents services en tant que patient, ceux qui préféreront utiliser la carte nationale d'identité électronique, ceux qui préféreront utiliser l'application carte vitale. Il y a un élément qui est important, c'est, on a vu tout à l'heure, il y a vérifier la personne que j'ai en face, à l'autre bout du fil, entre guillemets, avec un certain niveau de garantie, et j'ai, pour l'interopérabilité, la question de c'est quoi le répertoire de référence. C'est-à-dire, une fois que je sais qui est cette personne, je vais vouloir référencer, moi, dans mes bases de données, l'identité exactement de cette personne, de la même manière que les autres services, la référence, pour pouvoir dialoguer avec eux demain, si jamais je vais avoir des échanges dans la plus grande interopérabilité possible. Et donc ça, il y a l'identité nationale de santé, qui vient donc du RNIPP SNG. Un RNIPP, c'est le répertoire national d'identification des personnes physiques. C'est le répertoire découlant de l'état civil qui est maintenu par l'INSEE. Ça, c'est sur la partie des personnes, des patients, des usagers. Sur la partie des professionnels, on a le RPPS, et sur la partie des personnes, on a le FINES. Et donc, c'est très important, et on va vouloir imposer aux services numériques que dès lors qu'ils référencent des identités de ces personnes, il faut qu'ils le fassent avec l'identité de référence. Ce n'est pas pour le plaisir d'aller consulter les couches d'exposition du RPPS ou du téléservice INSI ou autre. C'est parce que si tout le monde n'a pas la même identité, demain, les services numériques ne pourront pas interagir entre eux sur un même numéro, une même identité. Donc ça, c'est très important, et on a été par le passé peut-être un peu laxiste, mais de dire en gros, un service numérique pouvait enregistrer un professionnel et ne pas du tout référencer son numéro RPPS, et quand bien même il le ferait de le référencer en lui demandant son numéro RPPS, ils n'allaient pas le vérifier au répertoire pour vérifier que c'est bien un bon numéro RPPS. Et puis 2 ans après, ils n'allaient pas faire un contrôle au répertoire RPPS sur ses couches d'exposition pour dire est-ce que ce professionnel, par hasard, il n'aurait pas été supprimé du RPPS, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un de ses attributs qui aurait changé. Donc cette dynamique de dire systématiquement, à échéance régulière ou lors de l'identification électronique, qui est le bon moment pour le faire, aller vérifier les répertoires de référence, c'est extrêmement important, et la doctrine, elle vise à ce que les services numériques prennent vraiment le pli d'aller faire cette vérification. Et cette vérification, on le fait vraiment, encore une fois, pour cette question d'interopérabilité ensuite en aval, ou même pour un autre usage, qui est de permettre à un service de détecter, par exemple, qu'elle a enrôlé quelqu'un qui se prétendait être un médecin, mais qui, en fait, n'est pas enregistré comme médecin RPPS, ou n'est plus en activité, ou a été radié. Et ça permet au fournisseur de services aussi de le vérifier, et ce qui lui permet aussi de prendre un certain nombre de décisions intéressantes. Je vais essayer de vous dresser un peu un panorama, sachant que la doctrine technique, elle brosse aussi beaucoup de choses plus particulières, notamment sur l'INS, la gestion de l'INS dans les services régionaux et d'autres choses. Et je ne veux pas rentrer dans trop de détails, et je voulais vraiment plutôt brosser le texte dans sa globalité et passer un peu plus de temps dans la réponse aux questions. Voilà pour cette peut-être première partie, et je laisse peut-être Anne ou Élodie me dire s'il y a 3 questions qui ont émergé. Tout à fait, Raphaël. On a un certain nombre de questions, donc vous pouvez continuer à les mettre dans le chat et on va les dérouler. Donc la première vient du grade Occitanie. Quelle différence faites-vous entre fournisseur d'identité et fédérateur de fournisseurs d'identité? Très bien. Je vais essayer de vous donner un exemple en vous présentant mon écran. Mais peut-être qu'on peut prendre une deuxième question en attendant, pendant que j'essaie justement de connecter un service. Est-ce qu'il y a un travail en cours sur le contrôle d'accès national? Alors, je vais vous répondre à ces 2 questions. La différence entre le fédérateur et les fournisseurs d'identité est la suivante. Si on prend la partie patient, il y a un écosystème de fournisseurs d'identité dans lequel il y a plusieurs entreprises, ou parfois la puissance publique, qui ont décidé de devenir fournisseurs d'identité. Donc, par exemple, si je prends des fournisseurs d'identité assez classiques aujourd'hui,
j'ai les impôts, j'ai la Poste, j'ai Amélie qui est un fournisseur d'identité. Je vous montre par exemple mon écran sur un fournisseur. Là, je suis donc sur le site d'un fournisseur de services. En l'occurrence, c'est le portail patient qui s'appelle mon.php.fr sur lequel j'avais travaillé précédemment, d'où le fait que je choisis cet exemple. Et j'ai décidé de me connecter par France Connect sur mon.php.fr. Donc, dans cette situation, mon.php.fr joue le rôle de fournisseur de services. Et le fournisseur de services mon.php.fr a intégré un fédérateur qui est France Connect qui me permet de me connecter à mon.php.fr en choisissant le fournisseur d'identité qui m'intéresse. Donc, le fédérateur, c'est un espèce d'outil qui permet d'agréger et de laisser à la personne qui s'identifie électroniquement le choix. Donc, je peux choisir de m'identifier avec les impôts, l'assurance maladie, l'identité numérique de la Poste, le Mobile Connect et moi ou la MSA. Et donc, ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça va permettre, d'un point de vue d'un fournisseur de services, le portail mon.php.fr, ça permet d'éviter de faire une interface spéciale avec les impôts, de faire une interface spéciale avec l'assurance maladie, une interface spéciale avec l'identité numérique, et plutôt que d'intégrer techniquement 5 fournisseurs d'identité différents pour pouvoir les proposer en panel à mon patient, à mon utilisateur, j'intègre juste le fédérateur, et c'est le fédérateur qui se charge pour lui de faire la pré-agrégation des différents fournisseurs d'identité. Donc, c'est ça la différence. Le fédérateur, il permet d'emboîter différents fournisseurs d'identité pour laisser à l'usager le choix. Mais d'un point de vue du fournisseur de service, c'est super simple parce que c'est généralement des choses très standards, hein, c'est souvent sur de l'OpenID, et ça permet de ne faire qu'une seule intégration plutôt que d'en faire 5. Et le jour où à l'ICEM ou demain l'APCV, la carte nationale d'identité électronique, etc., se rajouteront, et ben c'est relativement facile. Le fournisseur de service, il n'aura rien à changer. Il aura juste des cas supplémentaires qui apparaîtront automatiquement, mais entre guillemets, ce sera géré par le fédérateur. Donc, c'est ça vraiment l'avantage d'avoir un fédérateur versus les fournisseurs d'identité. Je prends un autre exemple qui est un peu différent, sur lesquels je vais vous montrer le portail CIDEP. Normalement, vous allez voir mon écran s'afficher, donc j'espère que CIDEP est bien en route aujourd'hui. Donc sur CIDEP, je suis sur la partie professionnelle, et donc là, je veux m'identifier électroniquement. Ça, c'est le portail, pas pour les laboratoires, mais pour les tests antigéniques dans les pharmacies. Et donc, je veux m'identifier électroniquement avec le fédérateur ProSanté Connect. Lui, c'est le fédérateur sectoriel qui est moins ambitieux pour l'instant que France Connect. D'abord, c'est le petit frère qui a pas mal d'années de retard. Et deuxièmement, lui, pour l'instant, il ne fédère pas plusieurs fournisseurs d'identité. Il fédère un seul fournisseur d'identité, qui est en fait l'ANS, qui fournit l'identité professionnelle à travers le RPPS. Mais par contre, l'ANS fournit 2 moyens d'identification électronique possibles, la ICPS d'une part et la CPS d'autre part. Et ça, donc, plutôt qu'être un fédérateur de fournisseurs d'identité, c'est plutôt un fédérateur de 2 moyens d'identification électronique différents, la ICPS et la CPS. Donc, voilà un peu la différence entre fédérateurs et fournisseurs d'identité, sachant qu'on peut avoir des configurations un peu exceptionnelles où un fournisseur de service intègre à la fois un fournisseur d'identité un peu nativement et un fédérateur. Je prends un exemple. L'espace numérique de santé, son ambition à moyen-long terme, c'est d'intégrer comme fournisseur d'identité un peu natif l'application carte vitale, hors France Connect, et en plus de proposer aux patients une identification électronique par France Connect, mais uniquement sur les fournisseurs d'identité qui sont de niveau substantiel. C'est-à-dire, ce qu'on a vu tout à l'heure, les impôts, ils ne seront pas substantiels, donc les impôts, ce ne sera pas une modalité possible à terme pour s'identifier électroniquement via France Connect à l'espace numérique de santé. J'espère que j'ai répondu à votre question du côté de l'Occitanie sur la différence entre fédérateur et fournisseur d'identité. N'hésitez pas si vous avez d'autres précisions. Sur la question autre qui était… Le travail en cours sur le contrôle d'accès national. Est-ce qu'il y a des travaux? Le contrôle d'accès. Alors, il faut raisonner un peu en palier. C'est-à-dire, déjà, si on arrive… La première étape, c'est l'identification électronique, parce qu'on n'est pas prêt de distribuer des accès à quelqu'un si on n'est pas prêt de reconnaître qui est derrière son écran. C'est quand même la première étape, c'est de savoir à qui on a affaire et avec quel niveau de garantie on sait que c'est bien cette personne. Et ensuite, on se pose la question de cette personne, est-ce qu'elle est médecin, est-ce qu'elle est infirmière, ou est-ce que j'ai habilité Raphaël Beaufray à avoir accès à telle ou telle donnée, donc est-ce que je vais lui donner accès? Donc, dans l'ordre des choses, entre guillemets, cette question, elle vient dans un deuxième temps. Donc, il faut d'abord qu'on soit, entre guillemets, nickel sur l'identification électronique, et le contrôle d'accès vient quelque part dans un deuxième temps. Sur l'idée de se dire chaque fournisseur de service ne doit pas réinventer la roue sur ses contrôles d'accès, soit les automatiser sur certains attributs, soit les redéfinir avec des admins, super admins, etc. Ce qui est parfois lourd. La gestion des habitations sur un dossier patient informatisé dans un hôpital,
c'est compliqué. Hein. Et puis donc, évidemment, ce serait très utile si on pouvait mutualiser les efforts. Alors, je sais que certaines régions ont parfois un peu créé des outils de ce type-là. On est en train de créer, en fait, au niveau de l'espace numérique de santé, une brique qui va gérer les autorisations d'accès qui seront définies par le patient et paramétrées par le patient. C'est-à-dire qu'il y a une matrice d'habilitation un peu par défaut. Et puis, au-delà de ça, le patient peut venir et dire, bah oui, mais moi, cette personne ou cette profession, je suis intéressé sur telle et telle type de données, je veux donner un accès. L'accès, il doit être temporaire, pas temporaire. Il peut être transitif, c'est-à-dire que la personne peut redonner des accès à quelqu'un d'autre ou pas, etc. etc. Et d'ailleurs, ces accès, ils ne sont pas que vers des professionnels. Ça peut être, moi, j'ai des troubles de vision, je veux déléguer à mon aidant à domicile mon accès à mon espace numérique de santé. Ça peut être aussi envers d'autres personnes. Et arrêter un peu les usages, dont on voit bien que ce n'est pas une bonne manière de faire les choses, où en fait, pour déléguer un accès, on délègue son moyen d'identification électronique, de filer à son aidant le login mot de passe ou le code de l'application, ou carrément lui installer sur son téléphone l'application pour se connecter en son nom, ce n'est pas la bonne pratique. La meilleure pratique, c'est que l'aidant s'identifie électroniquement comme ce qu'il est, c'est-à-dire sa vraie personne, mais par contre que dans le référentiel des autorisations, on ait autorisé un aidant, par exemple, à accéder au dossier de la bonne personne. Donc, demain, évidemment, ce serait très intéressant si les fournisseurs de services, de la même manière qu'on les a déchargés d'une partie du fardeau de l'identification électronique en mutualisant sur certains fournisseurs d'identité la gestion de ça, ce serait très intéressant que demain, on ait un fournisseur national des contrôles d'accès. Pas forcément, comment dire, tous les services ne devraient pas forcément l'utiliser, mais au moins pour ceux qui veulent s'appuyer dessus, qu'ils puissent le faire. Bon, ça, c'est des débats qu'on a avec la CNAM sur est-ce que la brique d'autorisation qu'on est en train de construire sur l'ENS, elle pourra demain, y compris servir à d'autres systèmes qui ne sont pas littéralement l'ENS. Pourquoi pas un dossier patient informatisé dans un hôpital, un service régional, etc. Donc, on est en train de réfléchir à ces questions. On n'a pas encore de visibilité sur le jour où ça pourra vraiment arriver. Donc, c'est encore des échanges, mais en tout cas, la vision un peu théorique de dire ce serait intéressant qu'on mutualise une brique de fournisseurs de contrôle d'accès. On est vraiment aussi convaincu de ce sujet que de l'importance de factoriser les fournisseurs d'identité. Voilà pour la réponse à ces deux questions. On a plein d'autres questions. Alors, on en a une. Y aura-t-il à terme un lien entre l'INS et l'identité état civil? Ça fait référence à la nouvelle carte d'identité avec puce et éléments biométriques. Alors, ce qu'il faut voir, c'est une réponse un peu longue, mais vous avez probablement vu la nouvelle récente de l'annonce par Marlène Schiappa de la nouvelle carte d'identité qui est construite avec l'imprimerie nationale, qui, j'en profite au passage, est le prestataire avec qui l'Agence du numérique en santé travaille pour construire ProSanté Connect. Donc, ils interviennent aussi à ce titre-là. Donc, sur la partie, là on parle de l'identification électronique des patients et des personnes. Au moment où quelqu'un naît, elle est enregistrée par un officier d'état civil dans une mairie, et il y a un flux informatisé qui part dans deux bases différentes. L'une, c'est la base de l'état civil, gérée par l'INSEE, qui est le RNIPP, et qui, au passage, attribue le numéro d'inscription au répertoire. On a renommé, pour l'usage qui en est fait dans le domaine de la santé, matricule de l'identité nationale de santé. Sachant que le reste de l'identité nationale de santé, c'est justement ces traits d'identité qui sont référencés dans le RNIPP à partir du flux informatisé qu'il y a eu entre la mairie et le RNIPP, et qui se passe dans les tout premiers jours de la vie d'une personne. En parallèle, il y a un flux qui part vers une autre base qui s'appelle la base des titres sécurisés, TES, et qui permet ensuite au ministère de l'Intérieur de gérer la création des titres d'identité. Aujourd'hui, on a choisi vraiment comme base de référence le RNIPP. Pourquoi? Parce que c'était la base en fait qui notamment avait le numéro, c'était le matricule d'identifiant national de santé. Donc on s'est dit, on va vraiment choisir cette base-là. On a construit le système autour du fait que c'est vraiment le RNIPP qui est la base de référence sur l'identité nationale dans le domaine de la santé. Ça, c'est vraiment tout le travail que j'en profite pour saluer, qui est fait sur l'INS, le référentiel national d'identité-vigilance. Ensuite, la carte d'identité, c'est deux choses. La carte d'identité dans sa version papier, un peu old school aujourd'hui, c'est une des manières de valider une identité. C'est-à-dire, je suis aux admissions dans un hôpital, je veux valider que c'est la bonne personne en face de moi, je n'ai pas toutes ces histoires compliquées là, dont on parlait à l'instant, d'identification électronique, niveau substantiel, IDAS, tout ça, j'ai pas. Je suis à l'ancienne, j'ai une personne qui est venue avec sa pièce d'identité, je lui demande sa pièce d'identité pour pouvoir valider son identité. Et quelque part, on est en train de dire, à ce moment-là,
eh ben, j'ai un niveau de garantie suffisant sur qui est cette personne, même si elle est en face de moi, parce que j'ai vu sa pièce d'identité et je l'ai confrontée à la personne, et donc je peux marquer que l'identité elle est validée. Et je peux ensuite prendre la suite, c'est-à-dire interroger le téléservice NSI pour avoir les données de référence. Je peux ensuite savoir si je donne accès à telle ou telle donnée ou dans quel service clinique je vais l'envoyer, etc. Donc aujourd'hui, la pièce d'identité, elle sert à valider une identité au sens de l'identité-vigilance. Demain, la carte nationale d'identité électronique, qui est un projet qui est piloté par le ministère de l'Intérieur, qui n'est pas encore sorti, hein, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui un projet, hein, c'est un peu comme l'application carte vitale, c'est-à-dire c'est une version de la carte nationale d'identité qui pourra aussi être un fournisseur d'identité numérique. C'est-à-dire demain, on aura la Poste, l'application carte vitale, la carte nationale d'identité électronique qui seront des fournisseurs d'identité. Donc demain, si je vais sur mon site des impôts ou sur le site mon.aphp.fr ou sur l'espace numérique de santé, ben, je vais pouvoir m'identifier électroniquement à ces systèmes via probablement France Connect par un fournisseur d'identité de niveau substantiel IDAS qui peut être ma carte nationale d'identité électronique. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est le côté, ben, je suis patient, j'ai déjà utilisé ma carte nationale d'identité électronique sur un autre service, je pourrais l'utiliser aussi pour me connecter à tel ou tel service de santé. Voilà. Si Anne, tu souhaites qu'on passe à d'autres questions. Exactement. Donc, n'y a-t-il pas un blocage majeur à la mise en œuvre de ProSanté Connect lié à l'obligation de disposer d'un téléphone, ce qui est difficile dans divers lieux d'exercice, établissements notamment? Alors, c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire que, d'abord, ProSanté Connect, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que c'était un fédérateur de moyens d'identification électronique. Donc, je rappelle qu'il y en a deux des moyens d'identification électronique aujourd'hui disponibles dans ProSanté Connect. Il y a la CPS, old school, et la ICPS, qui sont complémentaires. Et la CPS, avec un lecteur de carte, etc., ne nécessite pas de disposer d'un téléphone portable pour marquer son code PIN au moment de l'authentification. Donc, ce n'est pas ProSanté Connect au global, à mon avis, qui est visé par votre question, c'est un des deux MIE de ProSanté Connect, qui est la ICPS. La ICPS, c'est quelque chose qui a été créé pour permettre notamment un certain nombre d'usages en mobilité. Et ce qui est important, c'est que pour avoir un niveau de garantie important, on l'évoquait tout à l'heure, il faut plusieurs facteurs d'authentification. Et c'est mieux si ces facteurs d'authentification, ils sont variés, c'est-à-dire ils appartiennent aux plusieurs types. Vous vous souvenez, il y a les facteurs d'authentification qui sont basés sur la détention d'un objet, ceux qui sont basés sur la détention d'un secret, un mot de passe, un code PIN, etc., ou ceux qui sont basés sur un facteur biométrique. Donc, à un moment donné, comme si on veut jongler avec plusieurs facteurs d'authentification, on tombe assez souvent sur un objet qu'on a tous dans notre poche, qui est notre téléphone portable. Donc, il y a une vraie question qui est aujourd'hui, beaucoup d'établissements n'équipent pas leurs salariés avec une flotte de terminaux mobiles. Alors, c'est un peu le cas. Il y a beaucoup de projets de transformation pour remplacer, par exemple, les 2 ECT dans les hôpitaux par des flottes de téléphones mobiles, même si c'est compliqué. Hein, ceux qui connaissent ça, le Mobile Device Management, hein, avoir un espèce de portail qui permet de gérer tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour les téléphones perdus? Est-ce qu'il y a des salariés qui en profitent pour piquer le téléphone? Bref, il y a plein de questions qui se posent. Et pour ça que beaucoup de salariés n'ont aujourd'hui pas de terminaux professionnels. Donc, effectivement, si on veut aujourd'hui utiliser une ICPS et que la structure qui vous emploie ne vous a pas donné de téléphone professionnel, eh ben, il n'y a pas de miracle, vous devez utiliser un téléphone personnel. Alors oui, c'est une certaine forme d'intrusion dans votre sphère personnelle, et ce qu'on essaye d'ailleurs de limiter, hein, notamment j'en profite pour faire une mini digression. Une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas France Connect typiquement systématiquement pour l'identification des professionnels sur les différents sites, c'est parce qu'on n'a pas envie de mélanger les genres, et on a envie vraiment de dire, il y a des solutions d'identification électronique pour se connecter dans le milieu professionnel, et il y a des solutions d'identification électronique qu'on utilise comme citoyen pour se connecter aux impôts, pour les différentes procédures, etc. Et donc, c'est le même problème. Quand aujourd'hui, par exemple, je prends SIDEP, SIDEP, le portail classique, entre guillemets, qui gère par login, mot de passe plus OTP, il est obligé d'envoyer un OTP de contrôle par SMS. Et généralement, si la personne n'a pas de téléphone professionnel, le SMS, on l'envoie bien sur le téléphone personnel. Donc, on retombe malheureusement souvent sur le téléphone personnel. Ça créera très clairement des frictions et parfois certains professionnels qui ne voudront pas adopter la ICPS parce qu'ils sont obligés de l'installer sur leur téléphone personnel, ou ils diront, moi, tant que vous ne me donnez pas de téléphone professionnel, je ne l'installe pas. On est conscient de ça, mais on n'a pas complètement trouvé encore d'autres méthodes. C'est pas pour ça qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas quand même avancer pour tous ceux qui avaient déjà un téléphone professionnel ou ceux qui s'accommodent du fait qu'ils doivent utiliser leur téléphone personnel. Voilà.
Et par ailleurs, même si c'est sur leur téléphone personnel, la ICPS peut être un moyen d'identification électronique qui apporte une certaine forme de, je ne sais pas si c'est fierté, mais pouvoir exhiber sa carte ICPS avec une représentation graphique qui ressemble un peu à la carte CPS sur son téléphone mobile. C'est aussi quelque chose qui permet parfois de gérer du contrôle d'accès pour justifier de sa qualité professionnelle ou dans une pharmacie, ou etc. Donc, c'est quand même prisé par un certain nombre de professionnels. Mais je suis tout à fait d'accord avec la personne qui posait cette question, l'utilisation nécessaire d'un téléphone personnel peut être un frein à l'adoption de la ICPS. Alors, on a une autre question. Pour les établissements de santé ayant des portails de diffusion type portail résultats de labo, d'imagerie, est-ce que cela signifie qu'il faut viser un accès à ces portails propres aux établissements depuis France Connect pour une authentification forte des patients sur ces portails de diffusion, au même titre que le DMP ou l'ENS qui serait accessible depuis France Connect? Alors, exactement. Ça veut dire que dès lors qu'on met un fournisseur de services qui a vocation qui contient des données de santé, qui a vocation à les partager avec certaines personnes et qui implique des patients, il faut que le niveau de garantie de l'identification électronique soit en 2023 du niveau renforcé et en 2026 du niveau substantiel. Sachant que vous pouvez mettre un fédérateur ou vous pouvez mettre plusieurs fournisseurs d'identité si vous souhaitez proposer aux patients une diversité de moyens d'identification électronique. Mais dans tous les cas, il faut qu'ils respectent le niveau de garantie progressif qu'on s'est donné. Donc, ça veut dire concrètement qu'un portail, par exemple, un serveur de résultats qui permet à un patient d'accéder sur un portail à ses résultats de biologie, il faut que l'identification électronique sur ce portail, elle soit, pareil, garantie avec un certain niveau de sécurité. On conseille d'installer France Connect restreint, aujourd'hui peut-être pas restreint, mais peut-être demain restreint aux fournisseurs d'identité substantielle. Pourquoi aujourd'hui pas restreint? C'est parce qu'il n'y a pas encore assez de fournisseurs d'identité substantielle et ces fournisseurs d'identité n'ont pas enrôlé assez de personnes. Je vous incite tous d'ailleurs, si vous voulez voir un peu ce que c'est qu'un fournisseur d'identité substantielle, à vous enrôler sur celui qui l'est déjà, c'est-à-dire la Poste. Allez vous enrôler sur l'identité numérique de la Poste, vous verrez le processus d'enrôlement et la manière dont on s'authentifie avec un dispositif substantiel. Ça vous montrera un peu le niveau. Même si, selon les fournisseurs d'identité, ils feront peut-être des choix un peu différents sur à la fois l'enrôlement et à la fois sur l'authentification. Donc, la réponse à votre question qui est, aujourd'hui, j'ai un portail de résultats de biologie pour les patients. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À minima, si vous voulez respecter la doctrine et les textes réglementaires qui seront pris en application de cette doctrine, il faut que vous sécurisiez que ce soit au moins par un login mot de passe, plus avec des restrictions d'accès au compte et une certaine complexité du mot de passe et une longueur du mot de passe à horizon 1er janvier 2023, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de solutions aujourd'hui. Vous avez probablement, une partie d'entre vous, utilisé de la biologie, malheureusement, ces derniers mois, au moins pour le Covid, j'imagine. Les portails de résultats sont parfois des portails, on vous envoie juste un lien, on vous demande de mettre votre date de naissance et boum, on vous donne accès. Parfois, c'est un peu juste. Donc, vous avez déjà une petite mise en conformité pour atteindre ce petit palier, entre guillemets, 2023. Il faut vous mettre dans une situation de vous mettre en conformité pendant 5 ans. Et une manière facile de se mettre en conformité, c'est effectivement d'implémenter France Connect en se disant, dès que c'est suffisamment mature, je restreindrai France Connect uniquement aux fournisseurs d'identité qui sont de niveau substantiel. Aujourd'hui, encore une fois, il y a la Poste. Demain, il y aura la CV, la CNIE et il y a peut-être un certain nombre d'autres. Ok, alors j'ai une question. Je réponds. Oui, pardon, je t'en prie. Je voulais répondre à certaines questions que j'avais dans le chat, mais peut-être il sera peut-être nécessaire des précisions. Est-ce que le cercle de soins pourra aussi être partagé au niveau national? Donc, je ne sais pas si ça, Raphaël, tu es en capacité d'y répondre ou si on demande des précisions sur ce qui se cache derrière la question. Alors, non, mais c'est une question très complexe parce que en fait, la notion d'un référentiel national ou d'un référentiel régional de l'équipe de soins ou du cercle de soins, d'abord, c'est compliqué à définir parce que les critères d'appartenance à cette équipe, est-ce que c'est pas complètement évident et c'est sujet à pas mal d'interprétations. Mais on revient sur la même notion qu'on a évoquée tout à l'heure. Y a-t-il un fournisseur des contrôles d'accès? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un référentiel quelque part qui vous dit, pour un tel patient, voilà les personnes qui sont dans l'équipe de soins. Il y a eu des initiatives et un peu ce type de référentiel qui s'est constitué au niveau des régions. Aujourd'hui, au niveau national, ça n'existe pas, si ce n'est l'idée qu'il y a certains téléservices de l'assurance maladie qui peuvent, dans certaines mesures, vous dire le médecin traitant de la personne, qui est partie de la réponse, mais largement insuffisante. Peut-être que demain, si on arrive à construire un fournisseur des contrôles d'accès national, quelque part, on aura une forme de référentiel de l'équipe de soins.
mais qui sera aussi beaucoup défini par le patient, parce que c'est le principe de ce répertoire national qu'on veut construire. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas de référentiel national des équipes de soins, et je ne vois pas comment on pourrait l'avoir à court terme. Donc malheureusement, c'est propre à chaque service de voir si c'est un référentiel régional qu'ils utilisent ou s'ils le redéfinissent en fait au sein de leur service, de définir qui est dans l'équipe de soins et donc qui a accès à telle et telle donnée. Et on retombe vraiment sur la notion de contrôle d'accès dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. J'ai un petit complément de la question du téléphone dans les lieux d'exercice. La limite n'est pas seulement la fourniture de téléphone, mais aussi l'absence du réseau dans le lieu d'exercice. Oui. Pourquoi ne pas valider d'autres systèmes type Google Authenticator qui propose également un mécanisme à double facteur depuis le navigateur? Alors, tout à fait. Alors, on est tout à fait d'accord que le problème n'est pas uniquement le problème des, comme on dit, BYOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire la question de l'utilisation des téléphones personnels qu'on a évoqué tout à l'heure autour de la ICPS. Il y a aussi le problème de situation d'exercice où il n'y a pas de réseau. Et donc, l'absence de réseau rend compliqué l'utilisation de certaines applications. Il faut rentrer, comme la ICPS, où il faut rentrer son code PIN à 4 chiffres et ça transmet, entre guillemets, au serveur central qui ensuite vous autorise l'accès au site sur lequel vous aviez demandé l'accès. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir au sein de ProSanté Connect à l'idée de travailler sur un autre moyen d'identification électronique que la CPS et la ICPS qui puisse être peut-être basé sur un TOTP. Un TOTP, ça veut dire Time-Based OTP, c'est-à-dire que ça ne nécessite plus un accès Internet pour transmettre l'information, mais c'est avec un algorithme qui est basé sur le temps. Il n'y a pas besoin de cette connexion Internet pour pouvoir valider l'authentification. Donc, typiquement, on est en train de réfléchir à ces questions, Dominique. Et effectivement, Google Authenticator est une des solutions qui fait ça, mais il y a aussi l'application qui s'appelle OTI qui le fait très bien. Donc, on est en train de regarder si ce n'est pas une possibilité de soit l'intégrer dans la ICPS comme un complément, soit également de faire un nouveau moyen d'identification électronique. Non, c'est une limite qu'on a bien en compte, notamment il y a beaucoup de sous-sols hospitaliers où avec l'épaisseur des murs, le réseau ne passe pas et donc c'est effectivement un enjeu important. Tout à fait. Alors, sur les certificats logiciels, l'utilisation des certificats logiciels personnes physiques délivrés par l'IGC Santé pour les PS ont-ils vocation à disparaître à moyen long terme au profit de la ICPS? Laquelle de ces solutions a le niveau de garantie le plus élevé? Alors, la vision, c'est que la CPS et la ICPS sont des moyens d'identification électronique complémentaires. L'un n'a pas vocation à remplacer l'autre. Ils n'ont pas vocation à être distribués à tout le monde dans tous les cas. Donc je m'explique. Donc, la carte CPS, c'est notamment un dispositif qui est parfois coûteux, à la fois parce qu'il faut imprimer la carte, et qui est aujourd'hui absolument nécessaire pour un processus qui est la facturation électronique, la FSE, qui aujourd'hui ne permet pas encore, même si on est en train d'y travailler, de faire la signature de la FSE à partir d'une signature électronique avec identification électronique par ProSanté Connect, donc un service de signature distant basé sur une identification électronique de la personne. Donc aujourd'hui, la FSE, on ne peut que la signer à partir des certificats qui sont contenus dans la carte. Notre objectif n'est pas de supprimer la carte ou de la remplacer. On pense que c'est intéressant d'avoir deux moyens d'identification électronique complémentaires, peut-être un troisième, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Dominique Pierre sur le TOTP. Et donc les deux ont légitimité. La carte CPS a ses rigidités avec la question de la nécessité d'avoir la cryptolib, le lecteur de carte, etc. Mais elle est aujourd'hui absolument nécessaire, notamment pour signer les FSE, c'est la seule manière de le faire et c'est la seule manière de se connecter encore à un certain nombre de services. La ICPS, c'est plutôt un moyen d'identification électronique émergent, on verra où ça nous mène, mais pour l'instant, on est dans une vision où on les met un peu sur un pied d'égalité, on dit qu'ils sont complémentaires et que c'est un peu au choix, même si malheureusement, aujourd'hui, il y a encore malheureusement trop peu de services qui intègrent ProSanté Connect, et donc la ICPS, et on espère que ces services vont se multiplier, que ce soit le WebPS DMP, que ce soit demain la FSE, etc. Est-ce qu'il y en a un qui est plus sécurisé que l'autre? Je pense qu'ils sont, d'abord sur la partie enrôlement, ils ont le même niveau de sécurisation parce que l'enrôlement se passe de la même manière. C'est-à-dire l'enrôlement, il est géré par le processus amont du RPPS, c'est-à-dire des ordres professionnels qui enrôlent des professionnels dans le RPPS et qui gèrent le cycle de vie du professionnel. Et demain, vous savez, tout le projet qu'on a autour de la bascule des professionnels ADELI dans le RPPS, notamment la bascule des infirmiers au RPPS qui aura lieu en septembre de cette année, la bascule en 3 vagues des professionnels ADELI vers le RPPS, qui a fait l'objet, je crois, d'un webinaire récent. Et vous savez qu'il y a demain l'enregistrement de professionnels qui jusqu'ici n'étaient pas enregistrés, type secrétaire médical,
aides-soignants, etc., mais qui le souhaitent, dans le RPPS par une autorité d'enregistrement qui généralement sera leur employeur. Donc ça, de toute façon, cette partie enregistrement, enrôlement, elle est commune au MIE du fournisseur d'identité ANS. Donc ça ne change rien. Après, sur le processus de l'authentification, évidemment, ce n'est pas exactement la même méthode quand on utilise un MIE CPS ou un MIE ICPS. Mais pour nous, c'est un niveau de garantie qui est équivalent, qui est différent, mais qui est équivalent. Donc, c'est pour ça qu'on… Mais par contre, ils sont complémentaires et la ICPS, elle déverrouille quand même beaucoup de solutions, beaucoup de situations, notamment des professionnels qui ne sont pas destinataires de CPS, des situations où on est en mobilité, où on ne peut pas avoir de lecteur de carte, de crypto libre, etc. Ou des situations, et moi je l'ai pas mal connu là dans les pharmacies pour le déploiement du portail SIDEP sur les tests antigéniques, où la carte CPS elle est bloquée parce qu'en fait les architectures sont construites de telle manière où ça ne peut servir en gros qu'à la facturation électronique et que ça ne peut pas être utilisé pour d'autres services. Donc dans un certain nombre de cas d'usage, elles sont intéressantes. Mais donc, en gros, enrôlement c'est identique, authentification c'est un niveau de sécurité équivalent et les deux dispositifs sont complémentaires et peut-être d'ailleurs qui seront complémentés par d'autres dispositifs et qui seront peut-être modernisés. La ICPS, elle n'est pas figée, peut-être qu'elle va s'améliorer ergonomiquement, peut-être qu'il y a des choses qui vont un tout petit peu évoluer. Alors, je remonte un petit peu parce qu'il y avait des questions un peu longues au début, donc je vais essayer de les résumer. L'identification électronique IDA substantielle concerne l'authentification à distance. Est-ce que ça comprend l'authentification de proximité à l'accueil en établissement ou dans les services de soins en direct? C'est une excellente question. Et la réponse est oui. Alors, vous avez des systèmes un peu archaïques qui est de dire tout ce qui peut se faire à distance peut se faire en proximité. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à prendre un ordinateur et vous identifier électroniquement devant moi à l'accueil. Bon, alors, plus concrètement, si je me concentre par exemple sur un fournisseur d'identité qui est l'application Carte Vitale, qui a vocation à être certifié IDA substantielle, je crois qu'il vise l'année prochaine au niveau de la CNAM et du GE Sésame Vital pour obtenir cette certification par l'ANSSI. Et Dieu sait que cette certification n'est pas évidente à obtenir. Ils sont en train de prévoir un dispositif qui permet une identification électronique dans une situation présentielle. Donc, typiquement, un accueil. Même si on sait quand même que la volonté de beaucoup d'hôpitaux, c'est d'essayer de généraliser la préadmission en ligne avec une arrivée directement dans les services de soins sans passer par le bureau d'admission, etc. Mais pour les cas qui resteront quand même de passage par typiquement un bureau d'accueil, il est important d'identifier électroniquement de manière substantielle en présentiel. Et donc ça, il ne suffit pas évidemment de montrer l'écran de l'application Carte Vitale, parce que ça, on voit bien qu'il suffit de prendre la capture d'écran du voisin ou lorsque, par exemple, il y a quelqu'un qui a envie de frauder, ce qui n'est pas le seul cas d'ailleurs, il y a des cas il n'y a pas de volonté de fraude, mais ça, on voit bien qu'il faut un dispositif de contrôle. Donc, typiquement, l'APCV est en train de prévoir, et je crois que c'est en expérimentation dans les départements expérimentateurs, un cas d'usage d'identification électronique présentielle où le bureau des entrées, en fait, à travers sa solution de gamme, typiquement, sera en capacité de contrôler l'application Carte Vitale du patient. Alors, je crois qu'ils sont basés sur quelque chose qui n'est pas du 2D doc, mais qui ressemble à un data matrix avec une signature qui permet de scanner l'application AppCV de la personne et d'avoir un échange de données entre la gamme et le serveur application Carte Vitale pour avoir justement une sorte d'écran vert pour le gestionnaire à l'accueil qui dit oui, c'est bon, c'est bien la bonne personne, vous venez bien de scanner l'application Carte Vitale de la personne. Et l'application Carte Vitale, elle a aussi un intérêt particulier. Je pense notamment à Manuela et d'autres, Thierry, qui sont présents. Elle permettra, lorsqu'elle sera certifiée IDAS, qu'elle sera déployée, de gérer les deux pattes de l'identité, c'est-à-dire à la fois de gérer la patte validée, c'est-à-dire je sais qui j'ai en face de moi avec un certain niveau de garantie, et à la fois, elle pourra servir un peu comme le téléservice NSI. En fait, derrière, dans back-office, en fait, elle appellera le téléservice NSI, elle pourra servir l'identité de référence. En fait, donc d'un coup, on pourra qualifier une identité, à la fois avec la patte validée, à la fois la patte récupérée. Donc voilà, il y a vraiment une notion d'identification électronique présentielle. Alors, une remarque qui se termine par des questions. J'ai cru comprendre que l'absence de face-à-face pour l'enrôlement ainsi que la multiplicité des autorités d'enregistrement empêchait d'accéder au niveau substantiel IDAS pour la CPS. Qu'est-il prévu au niveau de l'enrôlement des professionnels de santé? Et je pense que là, c'est visé assez large au niveau des métiers. Autorité unique, et est-ce que c'est en remplacement des ordres, potentiellement?
Ok, je ne sais pas qui a posé cette question, mais encore une fois, c'est une très bonne question. C'est promis, je dis pas ça à chaque fois. Alors, c'est une question qui nous taraude depuis un certain temps. Alors, déjà, pour clarifier un sujet, on n'est pas en train de se dire qu'on va basculer sur une autorité d'enregistrement unique étatisée pour tous les professionnels. Ça aurait pu être un modèle de construction, mais je pense qu'on a choisi un modèle de construction qui fait confiance aussi aux ordres professionnels pour être autorité d'enregistrement pour les professions à ordre, et puis sur des autorités d'enregistrement proches du terrain, c'est-à-dire les employeurs, les mieux placés pour un certain nombre de professionnels qui sont à rôle, c'est-à-dire qui n'ont pas des professions à ordre, mais qui sont, par exemple, un secrétaire médical ou un aide-soignant dans un établissement. Donc ça, sur la logique générale, on n'est pas prêt de le changer. On n'est pas prêt de créer l'autorité d'enregistrement nationale unique. Donc ça aurait pu être un modèle, mais ce n'est pas du tout celui qu'on a choisi et ce n'est pas du tout celui qu'on a dans le viseur. En revanche, quand on certifie un dispositif substantiel, l'ANSSI, elle regarde toute la chaîne. C'est-à-dire, elle regarde l'enrôlement, elle regarde la délivrance des MIE, elle regarde le maintien des MIE, qu'est-ce qui se passe si le professionnel a paumé sa carte, qu'est-ce qui se passe si la personne a perdu son mot de passe, etc. Est-ce que vous réenrôlez la personne au bout de 3 ans, etc. On a fini par aboutir à la conclusion qui est double. On ne sera pas au niveau substantiel sur la chaîne RPPS, CPS, ICPS, même en 2026. Parce que le niveau d'exigence du substantiel est trop élevé par rapport à la construction du système d'enrôlement tel qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que dans la doctrine technique, ce n'est pas exactement la même exigence sur l'identification électronique des professionnels que sur la partie patient. C'est une exigence qui dit en gros, soit c'est substantiel, voilà, très bien, soit c'est certifié CSPN, soit vous utilisez le truc national, c'est-à-dire le triptyque RPPS, ICPS ou CPS ou d'autres moyens d'identification électronique de l'AMS demain, et à travers le fédérateur Pro Santé Connect. Et nous, en parallèle, indépendamment du fait qu'il est probable que cette chaîne n'obtienne pas une certification substantielle avant assez longtemps, on fait tout à notre niveau pour essayer de monter en garantie à la fois sur la partie authentification et à la fois sur la partie enrôlement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour monter en garantie sur la partie enrôlement? C'est un peu le truc contradictoire parce qu'à la fois, on est en train de vouloir élargir le RPPS à des nouvelles professions, donc multiplier les autorités d'enregistrement, et à la fois, on se dit qu'on veut un truc hyper secure, dur à atteindre en termes d'enrôlement. Donc, c'est un peu deux objectifs contradictoires qu'on essaie de concilier. Et donc, la manière dont on travaille est la suivante. Il y a les autorités d'enregistrement déjà existantes qui ont leur propre système d'enrôlement. Certains ils utilisent des face-à-face, il y a de la vérification de diplôme, vérification de cotisation, etc. Enfin, ce qui est fait au niveau des ordres. On est en train d'avoir un dialogue avec les ordres pour essayer de dire est-ce que vous ne pouvez pas, d'une manière ou d'une autre, vous rapprocher le plus possible des critères IDAS substantiels pour l'enrôlement. C'est-à-dire, soit faire un face-à-face, mais on sait que c'est très coûteux et que vous ne pouvez pas tous le faire, soit, pour ceux qui ne peuvent pas faire de face-à-face, faire une dérivation de l'identité France Connect niveau substantiel. Alors, pardon, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. C'est qu'en fait, lorsque un professionnel veut s'enregistrer, la première fois qu'il fait son enregistrement, on déroge à la petite règle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est de dire on sépare le perso et le pro. Exceptionnellement, on utilise France Connect en tant que, entre guillemets, citoyen, personne, avec un fournisseur d'identité substantielle pour se pré-enregistrer auprès de son autorité d'enregistrement. Et vous noterez d'ailleurs que l'Ordre national infirmier, suite à de nombreux échanges et une collaboration très fructueuse qu'on a avec eux, a implémenté tout récemment France Connect sur son portail d'enregistrement pour l'enregistrement à l'ONI. Et peut-être que demain, d'ailleurs, ils restreindront France Connect à uniquement les fournisseurs d'identité de niveau substantiel. Mais pour l'instant, c'est un peu anticipé. Et donc, possibilité 1, faire du face-à-face. Possibilité 2, dériver d'une identité France Connect niveau substantiel. Possibilité 3, l'ANSSI vient de publier un référentiel, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui détaille comment on peut faire un enrôlement substantiel à distance conformément en fait, aux spécifications IDAS. Alors, c'est un document très technique et en gros, ça détaille, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait l'enrôlement La Poste, c'est tous ces systèmes un peu de reconnaissance faciale où vous mettez votre tête dans un espèce de losange, vous dites une phrase, ça compare avec la photo de votre pièce d'identité, ça essaie de le faire par une machine, par certains algorithmes, et si ça ne marche pas, ça va dans le workflow d'un valideur qui compare votre pièce d'identité à votre tête en mouvement et qui ensuite dit « Ok, c'est bon, c'est la bonne personne ». Donc, en gros, tout ça, c'est très compliqué, mais on essaie de dire aux ordres, allez le plus possible vers de l'enrôlement substantiel. Et à minima, ce qu'on aimerait bien, c'est on sait que vous ne pourrez probablement pas enregistrer tout le monde de manière substantielle en 3 mois, donc ayons une trajectoire plutôt pragmatique qui est de le documenter. C'est-à-dire quand vous allez envoyer vos informations au RPPS demain, vous allez essayer d'envoyer au RPPS aussi l'information avec le niveau avec lequel
vous avez enregistré la personne. Le niveau ou même carrément la technique, c'est-à-dire est-ce que vous avez rencontré la personne en face à face, est-ce que vous avez dérivé d'un France Connect substantiel, etc. Donc, c'est vraiment ça notre approche. On ne sera pas substantiel avant un bon bout de temps sur la chaîne fournisseur d'identité ANS pour les professionnels. En revanche, on essaie de s'en rapprocher le plus possible de manière pragmatique, notamment sur la partie enrôlement, mais également sur la partie renouvellement des moyens d'identification électronique. Et je donne juste un exemple sur cette partie-là. La ICPS, elle n'est pas à vie. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, vous devez réactiver votre moyen d'identification électronique. De la même manière, si vous le changez de téléphone portable, si vous la supprimez votre application, il y a un enjeu de réactiver. Donc, c'est vraiment un processus de gestion du cycle de vie de l'identification électronique. J'espère que j'ai répondu à cette question. Alors, on en a une autre. Quels autres moyens que la CPS ICPS ProSanté Connect pourrait-il intégrer par la suite? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Dominique Pierre. C'est la possibilité éventuellement soit de faire évoluer la ICPS, soit de créer un autre MIE ANS qui intègre par exemple un TOTP, un Time-Based OTP comme les applications mobiles. Mais pourquoi pas d'autres? Et notamment, on pourrait penser un jour à se demander si en contradiction à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il fallait séparer le pro du perso, de se dire, est-ce que finalement, est-ce qu'on ne mettrait pas un jour France Connect comme fournisseur d'identité de ProSanté Connect à l'intérieur de ProSanté Connect, sachant qu'il y aurait ce mélange pro-perso qui ne serait pas génial. Et ensuite, il y aurait une deuxième question, c'est comment est-ce que nous, on chaîne l'identité régalienne qui est servie par France Connect avec l'identité sectorielle d'un professionnel. Donc, c'est aussi une piste sur laquelle on est en train de travailler. Mais je ne veux pas donner de faux espoirs. Pendant encore probablement plusieurs mois et assez longtemps, il y aura 2 moyens d'identification électronique sur ProSanté Connect qui seront la CPS et la ICPS. Mais pour vous dire que tout ça n'est pas figé, et c'est d'ailleurs l'intérêt et le principe d'un fédérateur, c'est qu'on réfléchit quand même pour le futur à est-ce qu'on pourrait complémenter ces 2 MIE par d'autres MIE. Alors, est-ce que des technologies type blockchain pourraient être utilisées à l'enrôlement pour certifier la personne? C'est possible. Sur l'enrôlement, je vous renvoie vraiment au référentiel qui vient d'être publié par l'ANSSI qui s'appelle PVID, sur ce que j'évoquais à l'instant sur la reconnaissance vidéo d'une personne, etc. C'est possible que les technologies blockchain puissent être utilisées. Moi, je n'ai pas connaissance encore de cas d'usage concret, donc je ne sais pas, mais c'est possible. Je ne sais malheureusement pas vraiment répondre à votre question. Alors, je crois que j'espère n'avoir oublié personne. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à remettre votre question dans le chat. Et en attendant de voir s'il y a d'autres questions, si Raphaël, tu veux ajouter quelque chose, il nous reste 10 minutes. Non, je vois une question de Lorraine Lévesque, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Oui, je reconnais que je ne l'ai pas prise parce que j'ai vu que Lorraine et Manuela échangeaient. Je n'ai pas voulu. Ah, d'accord. Bon, mais on peut la reprendre. On peut la partager avec tous, sinon. Il est évident que, je veux dire, on ne pourra pas empêcher l'usurpation de l'identité. Je reviens là-dessus, on est dans l'identification électronique, c'est basé sur un niveau de garantie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de fausses promesses. On ne peut pas atteindre le 100% de certitude qu'on a la bonne personne en face de soi. On pourra toujours envisager des systèmes à 3 facteurs avec la biométrie. Je donne un exemple complètement caricatural, mais si une personne s'était fait greffer un œil ou un doigt, elle pourrait imiter une empreinte digitale. Enfin, on peut imaginer des scénarios les plus fous sur les usurpations. Et donc, on n'est jamais sûr à 100%. Donc, il y a néanmoins la notion de niveau de garantie. Je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant et je trouve que c'est un vrai mérite. C'était défini au niveau européen. Alors, sur des critères qui sont parfois difficilement compréhensibles dans le règlement européen, je vous renvoie au règlement d'exécution. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien vers le document pour que vous puissiez le trouver facilement. L'important, c'est vraiment qu'un fournisseur de service puisse se dire « Ok, il y a un fournisseur d'identité qui m'a fourni l'identité avec tel niveau de garantie. » Et pour reprendre votre question sur un usage présentiel, si demain, l'AppCV vous dit voilà, en présentiel, j'ai identifié électroniquement cette personne au présentiel, rien ne vous empêche d'avoir un contrôle additionnel, c'est-à-dire qu'il y aura une photo probablement à l'intérieur de l'application carte vitale. Vous pourrez toujours vous dire qu'en présentiel, en complément du petit bip, vous aurez scanné le QR code ou le data matrix qui sera dans l'application carte vitale, et le fait que dans votre gamme, vous ayez eu un écran vert en disant c'est bon, le serveur de l'application carte vitale m'a dit que c'était bon pour l'identification électronique de niveau substantiel, vous pourrez toujours en complément demander comparer la photo de la personne qui est sur son application carte vitale avec l'aspect physique de la personne. Vous pourrez toujours demander une titre d'identité papier en complément. Voilà. Après, l'intérêt, c'est de se dire, fournisseur de service, vous savez au moins ce que vous garantit le fournisseur d'identité. Vous pouvez décider d'aller plus loin, mais déjà, les fournisseurs d'identité niveau substantiel, ils vous apportent vraiment déjà beaucoup. Si vous regardez le référentiel de IDAS et la difficulté que c'est pour avoir une certification substantielle, c'est déjà énorme.
J'espère que j'ai en partie répondu à votre Je question. remonte sur une question de 14h41 que j'ai omis de poser, en espérant que ce soit suffisamment clair. Acteurs de santé, cela concerne les CPS uniquement ou également CPE et peut-être CPA. Ceux-ci sont également acteurs des systèmes d'information de santé. Alors, aujourd'hui, il y a une politique d'attribution des cartes CPS, CPE, CPA, carte de directeur, etc. Bon, qui était en partie basée sur le RPPS, mais pas toujours forcément. Il y avait le SI-CPS qui pouvait, entre guillemets, auto-générer des cartes. Ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, les cartes qui sont les plus utiles, c'est notamment dans la perspective de fournisseurs de services, c'est celles qui permettent d'avoir une profession ou un rôle. Parce que beaucoup de fournisseurs de services, on évoquait tout à l'heure, ne sachant pas forcément comment gérer leur contrôle d'accès, elles vont vouloir automatiser leur contrôle d'accès sur la profession. Donc les cartes CPS, elles ont une profession. Demain, un secrétaire médical ou un aide-soignant aura potentiellement une ICPS avec sa profession, parce qu'il sera marqué avec une profession, un rôle dans le RPPS. Donc aujourd'hui, le problème des cartes CPE, CPA, c'est qu'il n'y a pas de profession en fait à l'intérieur. On sait juste qui est la personne et quelle est la structure qui lui a délivré en fait la carte CPS, CPA par le fameux service TOPS de l'ANS ou d'autres services équivalents. Donc je ne sais pas exactement ce que vous voulez savoir sur la CPS, CPA, mais en gros, aujourd'hui, ça reste un moyen d'identification électronique qui est délivré par l'ANS, qui est très utile, notamment pour des contrôles d'accès ou du badging de cantine dans les établissements. Néanmoins, pour les services, pour l'identification électronique sur les services nationaux, c'est intéressant, mais ça a aussi ses limites parce qu'il n'y a pas notamment certains attributs professionnels, et c'est bien ce qu'on cherche à résoudre à travers le projet En Règle, où on élargit et qu'il n'y a pas que 6 ou 7 professions qui sont enregistrées à RPPS, mais il y a aussi d'autres professions qui interviennent en santé, même si c'est parfois des professionnels qui n'étaient pas des professionnels de santé au sens du Code de la santé publique. Alors, l'utilisation de la ICPS permettra-t-elle d'accéder à tous les téléservices de la CNAM comme la CPS le permet actuellement pour ses DRI, DMP, INSI, etc. Oui, la réponse est oui. Quel jour, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la cible qu'on se donne. Je pense qu'il y a eu un premier palier extrêmement important avec vaccin Covid. C'était d'ailleurs le seul moyen d'identification électronique CPS ou ICPS. Et je pense que ça va se généraliser sur un certain nombre de services. On essaie de travailler avec la CNAM pour se donner une roadmap sur service par service, sachant qu'on veut viser les services les plus importants. Notamment, on a dans le viseur le web PSDMP. Ça pourrait être vraiment très, très, très utile. On a évidemment la facturation électronique. Ce n'est pas des sujets évidents, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais on sait que l'État va de toute façon s'appliquer les obligations aussi à ses propres services, entre guillemets. Et de toute façon, on est en train de mettre ProSanté Connect pour que les professionnels aient un parcours fluide entre les applications. C'est évidemment pour que quand ils vont d'une application locale à une application régionale à une application nationale, le parcours soit sans couture. C'est évidemment pour ça qu'on le fait. Donc à la fin, évidemment qu'on travaille à les mettre sur les services nationaux. Exactement, Thierry, te donner le calendrier, je ne peux pas le faire. Néanmoins, c'est vraiment notre objectif, et on y va y arriver, de mettre ProSanté Connect comme fédérateur de moyens d'identification électronique sur les services de la puissance publique. Et ProSanté Connect, vous savez, à sa version web, on est renvoyé sur une page, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'exemple du portail patient de la PHP, mon.php.fr, mais on est en train aussi de finaliser là le ProSanté Connect dit CIBA, qui permet d'inclure complètement l'utilisation de la ICPS et de la CPS à l'intérieur d'une application, entre guillemets, client lourd ou application mobile, ce qui évitera le renvoi sur la page wallet.esw que vous voyez dans le renvoi web. Donc, on restera complètement dans l'univers du logiciel du professionnel au moment où on utilise ProSanté. Donc, la réponse est oui, on le mettra sur tous les services nationaux, que ce soit ceux qui sont portés en maîtrise d'œuvre par la CNAM ou par d'autres organismes. La question du calendrier, on essaie que ce soit le plus vite possible, mais malheureusement, tout n'est pas faisable dans un claquement de doigts. Alors, pour un usager… répondre, Anna, à la question de Christophe sur… Ouais. Pour un usager du système de santé… J'allais pour te les… C'est bon? Vas-y si tu veux. C'est si les autres voient. Est-il prévu d'avoir un moyen… on va y arriver. Est-il prévu d'avoir un moyen de connaître tous les fournisseurs de services qui utilisent l'une de ces identités fournies par tel ou tel fournisseur d'identité? Je sais que tel site utilise mon identité France Connect, tel autre mon identifié La Poste. En fait, quand on est un usager et qu'on utilise un fédérateur
alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en général, si je sors complètement de l'identité électronique, juste si je suis une personne et si je veux savoir si tel ou tel fournisseur de service m'a enregistré dans ses bases, j'ai une méthode qui est je peux exercer mes droits auprès de ce responsable de traitement pour savoir si je suis dans cette base. Enfin, je peux contacter le DPO du responsable de traitement. Ça, c'est indépendamment si je me suis identifié électroniquement. Si je suis venu dans un hôpital et j'ai envie de savoir si l'hôpital a gardé un dossier sur moi, j'ai le droit de contacter le DPO de l'établissement pour savoir si je suis référencé dans son dossier patient informatisé. Ça, c'est un point RGPD un peu général. Après, un usager qui s'identifie électroniquement par France Connect sur un service, au moment où il s'identifie électroniquement, on lui présente les données qui seront envoyées à propos de soi au fournisseur de service. Et on lui dit, voilà ce qui va être envoyé au fournisseur de service. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fournisseur de service, quand on passe par un fédérateur, il ne sait même pas forcément quel fournisseur d'identité a été utilisé, en fait. Lui, c'est juste le fédérateur qui lui a envoyé l'identité pivot France Connect ou le set de données sectorielles et régaliennes de ProSanté Connect. Et donc, lui, le fédérateur, il stocke pour des questions de sécurité, mais il ne propose pas de service au patient qui lui dit il y a 2 ans, tu t'es connecté au portail patient de la PHP, il y a 1 an et demi, tu t'es connecté à tel service de la CNAM. En revanche, beaucoup de fournisseurs de fédérateurs dans l'identification électronique, ils envoient systématiquement une notification par mail au patient disant, par sécurité, attention, vous venez d'utiliser le service France Connect pour vous connecter à la poste, vous venez de vous dire, etc. Et donc ça permet entre guillemets d'avoir une trace mail de toutes les identifications électroniques qu'un usager a eues sur tel et tel fournisseur. Je crois que ce n'est pas encore disponible pour ProSanté Connect, mais qu'on est en train de réfléchir à potentiellement l'implémentation de ce type de fonctionnalité. Je ne sais pas si ça va répondre à votre question. La réponse est plutôt non. En fait, donc un usager ne peut pas se connecter sur France Connect et lui demander à France Connect c'est quoi tout mon historique de connexion. Par contre, il peut regarder dans ses emails tout l'historique des mails qui l'ont envoyé par France Connect, où il peut contacter tel et tel traitement dont il se souvient qu'il s'est identifié électroniquement pour dire bah, tiens, est-ce que vous avez gardé mon identité? Après, entre guillemets, il y a beaucoup de débats sur l'identité. Les données qui sont envoyées aux fournisseurs de services, ça reste des données d'identité, donc des données qui sont moins sensibles que des données métiers. Hein. C'est seulement des données d'identité. On a une dernière question côté Evolucare. Une ou deux. Super, bah je te laisse la poser si tu veux. Hop, la plupart des services de santé seront amenés à contacter le téléservice ProSanté Connect via le web. Quels seraient les moyens de recours en cas d'interruption de service? Et ça fait référence à l'incendie OVH. Alors, ProSanté Connect n'est pas hébergé chez OVH, mais ceci dit, non, ça pose une vraie question. C'est bien joli de se dire, c'est super, on va faire un web SSO national, ça va permettre des parcours sans couture pour les uns et les autres. Il y a un problème sur la disponibilité. C'est très clair. Donc, on a 2 choses. Un, on est en train de finaliser l'augmentation, entre guillemets, l'amélioration des SLA sur des niveaux de service exigés sur ProSanté Connect en termes de disponibilité. Donc, ça, c'est plan de continuité d'activité, redondance, au cas où il y a une instance qui tombe, une instance distante qui prend le relais, etc. Donc, on est en train d'essayer de viser un service qui est au top en termes de disponibilité. Mais c'est comme la garantie sur l'identification électronique, on ne peut jamais être sûr à 100%. C'est-à-dire qu'il y a toujours le jour où il y avait 2 incendies simultanés, où en fait on pensait qu'on avait super bien fait, qu'on avait super bien testé, mais qu'en fait on avait découvert un truc auquel on n'avait pas réfléchi. Donc il y a un enjeu de se dire pour un fournisseur de service, ok, très joli le discours sur ProSanté Connect, etc. J'y vais, mais je prévois un système en cas de difficulté. Alors ça peut être un système qui est de dire, moi je ne vais pas me contenter d'implémenter un fédérateur, je vais implémenter un fédérateur et un autre truc. L'autre truc, ça peut être par exemple un fournisseur d'identité en natif. Par exemple, je reprends mon exemple de l'espace numérique de santé, qui va à terme implémenter France Connect, et en plus l'application carte vitale. Donc si jamais un jour France Connect est en rade, on aura un fournisseur d'identité à part pour pouvoir se connecter. Ça peut être aussi des systèmes où si je détecte que France Connect est en rade, alors à ce moment-là, je bascule sur un autre système de connexion dégradée. Donc, ce qu'on conseille aux fournisseurs de services, et on va améliorer un certain nombre de référentiels à destination des fournisseurs de services sur comment intégrer ProSanté Connect, sachant qu'on a plutôt un petit déficit documentaire aujourd'hui sur ces questions, c'est on va vraiment essayer de dire, essayer de ne pas implémenter ProSanté Connect tout seul, pour plusieurs raisons. Pour le sujet de disponibilité, mais aussi pour le sujet de si jamais quelqu'un parmi vos utilisateurs, par exemple une secrétaire médicale, n'a pas encore pu être enrôlé au RPPS parce que son employeur n'avait pas encore déployé en règle, etc.
qu'elle ne soit pas bloquée. Parce que si vous mettez juste ProSanté Connect, alors on le fait sur des applications nationales comme Vaccin Covid parce qu'on n'a pas trop d'autres choix. Parce qu'on ne peut pas réenrôler tout le monde pour une application nationale. Mais c'est toujours mieux si en local, notamment, on peut mettre une application complémentaire. Donc, ce sujet de dispo, on essaie de l'améliorer, de le perfectionner pour avoir la disponibilité maximale. Mais il faut effectivement que les fournisseurs de services prévoient qu'est-ce qui se passe le jour où ProSanté Connect ou France Connect est en rade. Est-ce que j'ai un deuxième système? Mais en fait, cette question, ils l'ont déjà quand ils implémentent un SSO local ou quand ils implémentent un système local. Donc, mais je suis d'accord que la question est très importante, d'autant plus que ProSanté Connect est aujourd'hui par Internet. Donc, il suffit, entre guillemets, une coupure de l'accès à Internet, par exemple, depuis un établissement, pour que si jamais le DPI utilisait ProSanté Connect comme moyen d'identification, comme fédérateur, il y a une panne de disponibilité de ProSanté Connect à cause de la rupture du lien Internet entre l'établissement et l'extérieur. Et par ailleurs, quand un établissement n'a plus accès à l'Internet extérieur, ça pose plein de sujets par ailleurs. C'est généralement des situations… et je ne parle même pas des modes dégradés quand le dossier patient informatisé n'est plus accessible du tout, que ce soit pour les questions d'identification électronique ou pour d'autres questions, auquel cas il faut des procédures dégradées, évidemment, pour assurer une continuité des soins. Voilà. Si ça vous intéresse, on pourra éventuellement refaire un point à une autre date ultérieure, notamment si jamais au moment où on commencera à prendre les textes d'application de l'ordonnance d'identification électronique qui essaieront de retranscrire en fait tout ce qu'on a mis dans la doctrine dans des référentiels de sécurité, donc des chapitres identification électronique, contrôle d'accès de la PGSSI qui seront rendus opposables. Et on aura probablement l'occasion de refaire des concertations et de rééchanger de toute façon sur tous ces sujets à ce moment-là. Et j'espère que vous avez appris certaines choses aujourd'hui. Et moi, j'étais très, très heureux de pouvoir échanger et répondre à toutes ces questions qui étaient vraiment de très bonne qualité. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger. De toute façon, on est tous à votre disposition, Anne, moi, et toutes les équipes de l'ANS et de la DNS, si vous avez d'autres questions sur certains de ces aspects. Ouais, et on vous remercie de votre intérêt sur ces sujets, parfois un peu arides, mais qui sont quand même extrêmement importants pour le développement du numérique en santé. Voilà. Merci à tous. On vous rappelle que merci encore le webinaire est enregistré, donc vous allez pouvoir le consulter dès demain, je pense, en replay sur notre site. Et il y a 2 prochains webinaires, un sur la doctrine technique de façon généraliste le 13 avril et un doctrine technique et interop sur les 4 services socles le 4 mai. Donc, vous pouvez aller sur le site isanté.gouv.fr pour vous inscrire. Et merci beaucoup à tous.